La couverture de code. Cette métrique est censée nous indiquer si nos tests sont bons ou non. On en entend souvent parler et elle est indispensable à tout bon développeur. Mais elle nous tend de nombreux pièges. On va voir de quoi il s'agit et comment on peut éviter de se faire abuser par un chiffre parfois trompeur. Alors, tout d'abord, la couverture de code, c'est quoi? Eh bien, c'est une mesure de la quantité de code qui est exécutée par nos tests. Ça identifie donc des parties du code qui ne sont pas testées. Prenons comme exemple cette méthode très simple qui permet de calculer le coût d'un salaire. On peut lui rajouter un test avec un paramètre salaire plus petit que 1000 qui fait qu'on passe dans le if et pas dans le else. Et là, notre outil de couverture de code, ici ncrunch, suit l'exécution du test et marque toutes les lignes compilées qui sont exécutées. Certaines lignes ne sont pas prises en compte parce qu'elles ne donnent pas lieu à une instruction compilée. On a ici 5 lignes couvertes par ce test, ce sont les boules vertes, et 2 lignes qui ne sont pas exécutées par ce test car on n'est pas passé dans le else. 5 lignes sur 7, ça donne 71% de code qui est couvert par les tests. Si maintenant on rajoute un deuxième test, avec un salaire élevé qui fait qu'on passe dans le else et pas dans le if, on va exécuter ces 2 lignes manquantes également et on aura alors une couverture de 100%. Et donc on obtient deux choses, un pourcentage de couverture et le détail de chaque ligne couverte ou non. Et c'est ici qu'il y a pour moi la leçon à retenir. C'est le détail ligne par ligne qu'il faut regarder, et pas le pourcentage. Ce détail ligne par ligne permet au développeur de découvrir les tests qui manquent, et c'est très utile pour lui. Le pourcentage, par contre, est censé servir à définir si les tests sont bons ou non sans devoir regarder dans le détail. Ça donne une vue générale, et c'est donc très tentant de suivre ça de près. On a souvent même envie de fixer un pourcentage minimum à atteindre. J'ai déjà vu des équipes offshore qui devaient contractuellement remplir cet objectif et ne fournir que du code qui était couvert par des tests au minimum à 80%. Et c'est là que, comme de nombreuses métriques, la couverture de code devient contre-productive. On va prendre quelques exemples pour comprendre pourquoi. Si on regarde notre méthode calculateCost, qui était couverte à 71% avec un seul test, on réalise que si on l'avait écrite sans les accolades, on n'aurait que 5 lignes de code compilées, dont 4 couvertes. Ça nous aurait fait 80% de couverture. La métrique dit que c'est mieux, mais je ne vois pas en quoi c'est une amélioration. Au contraire, les accolades permettaient peut-être d'éviter un bug si on rajoutait une ligne un peu trop vite. On risque de préférer améliorer la couverture plutôt que la lisibilité du code, car l'une est mesurable et l'autre pas. Un autre exemple. Une fonction qui calcule un prix réduit pour famille nombreuse. Un prix de 1000 € donne pour un enfant 1000 €, pour une famille de 2 enfants 750 € et 3 enfants 666 €. Le code est très simple, la moitié du prix reste fixe et l'autre moitié diminue en fonction du nombre d'enfants. On fait un test pour le cas de 2 enfants, qui vérifie qu'on a bien 750 € en résultat. Les 5 lignes de code sont couvertes, c'est 100% de couverture, parfait. Mais si on réfléchit un peu à d'autres cas limites, car c'est un des nombreux intérêts de ces tests, se mettre dans un mode où on pense à tous les cas possibles pour éviter pas mal de bugs par la suite. On pourrait vouloir ajouter un test pour une famille sans enfants. Et là, surprise, le code plante. On avait un bug alors qu'on avait 100% de couverture. Ça voudrait dire que 100% de couverture ne signifie pas qu'il y a assez de tests. Et donc, un objectif de couverture risque de nous faire arrêter de créer des tests alors qu'on aurait peut-être dû continuer. On pourrait aussi avoir une méthode entièrement couverte par des tests et découvrir ensuite que ces tests ne vérifient rien. Si rien n'est vérifié à la fin du test, le code a quand même été exécuté et la couverture est bonne. Bon, ce cas paraît extrême, mais je l'ai déjà vu. Ce qu'on voit bien plus souvent, c'est simplement un test qui vérifie les mauvaises choses et qui ne deviendra donc pas rouge si on introduit un bug. Couvrir le code avec des tests ne garantit pas qu'on teste quoi que ce soit. Une dernière raison de se méfier de ce pourcentage de couverture. Si on sait qu'il va être suivi de très près par un manager, on risque d'écrire les tests dont on n'avait pas besoin juste pour améliorer la métrique. Une alternative à tout cela pourrait être de revenir à la raison pour laquelle on a écrit ces tests. Savoir si on peut déployer le code en production ou non. Si on se sent à l'aise de faire un changement et de le déployer directement en production parce que les tests sont verts, alors c'est que la qualité de ces tests est suffisante. Sinon, il faut les améliorer. Une bonne façon de se donner confiance est de faire un changement aléatoire dans le code et de voir si les tests le repèrent. C'est ce qu'on appelle le mutation testing. Il existe même des outils qui permettent de faire ça automatiquement. L'idée est donc de lancer de très nombreuses fois l'ensemble des tests en changeant à chaque fois juste une ligne de code quelque part. L'outil vérifie alors qu'il y a bien au moins un test qui s'est cassé. Par exemple, pour notre méthode calculateCost, un outil comme Striker.net va notamment changer le plus grand que 1000 en plus petit que 1000,
et vérifier que les tests s'en rendent compte. Ici, on a bien un test qui va casser, et Stryker donne donc un rapport positif. Il faut bien se rendre compte que c'est assez long à exécuter et que ça exige encore plus de prudence pour analyser les résultats que la couverture de code. Mais ça peut aider à identifier des problèmes supplémentaires dans les tests qu'on n'aurait pas repérés. Donc c'est complémentaire à la couverture de code, et d'ailleurs, avec le mutation testing aussi, l'analyse point par point est plus intéressante que le chiffre global. Donc, vous l'aurez compris, la couverture de code est un outil très utile pour le développeur qui cherche à vérifier s'il n'a pas oublié un test. Mais l'utilisation du pourcentage global génère par contre de nombreux problèmes, et encore plus si on se fixe un objectif sur ce pourcentage. Concrètement, vous pouvez utiliser un outil comme NCrunch qui vous indique à chaque instant quelles lignes sont couvertes par vos tests, ou alors plutôt faire cette analyse lors d'une session de code review ou à chaque pull request par exemple.